Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, il est 8h34. Vous voulez savoir? Alors parlons vrai ce matin avec Christian Estrosi, maire de Nice, vice-président d'Horizon, le parti présidé par Édouard Philippe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Christian Estrosi. Avant de parler des législatives, le second tour, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Nice lundi. Agression antisémite, un vigile frappé, des écoliers menacés devant une école juive. Les agresseurs ont-ils été identifiés et arrêtés? Alors, d'abord, c'est la première fois que nous sommes confrontés à de tels actes, parce que c'est vrai que nous mettons beaucoup de moyens devant les écoles et particulièrement les écoles confessionnelles. Nous avons des boutons d'alerte qui sont confiés à tous les directeurs d'école, quelles qu'elles soient, et nous avons des caméras qui sont braquées devant chaque entrée d'école. Donc, je ne peux pas vous dire où en est le travail de la police judiciaire. Nous avons remis les images où les choses sont enregistrées entre les mains de la police judiciaire. Il appartient maintenant au procureur de la République de dire les choses, mais sachez que nous avons un maillage, en tout cas en termes de numérique, sur le visionnage, sur les alertes, qui laisse peu de chance aux auteurs de tels actes de pouvoir s'en sortir. Bien, Christian Estrosi, dimanche, second tour des législatives, à Nice, face à Éric Ciotti, votre candidat Greg Monetti se maintient, et dans une autre circonscription, le sortant se retire face à une socialiste. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons estimé, j'ai estimé, avec l'ensemble de mes équipes, que nous avions d'un côté un candidat arrivé en 3e position, Philippe Pradal, qui a été un excellent député de la commission des lois et même rapporteur du texte sur l'immigration, et qui malheureusement à 200 voix près n'a pas été en situation d'être en 2e position, qui avait un devoir républicain face au Rassemblement national. Et que nous ne voulions pas jouer la politique du pire. Et puis, il y a la première circonscription, où vous avez d'un côté un RN et un LFI, et où, que ce soit le RN ou le LFI, j'ai d'un côté un extrémiste de droite, Éric Ciotti, qui a intégré le RN avec armes et bagages en essayant de piller le parti des Républicains. De l'autre, un mélenchoniste qui porte donc tout ce bagage, Madame Obono, Rima Hassan, et de cet antisémitisme, xénophobie et autres que nous connaissons au fond aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche de Monsieur Mélenchon, et que, en ce qui me concerne, c'est ni l'un ni l'autre. C'est clair, c'est comme Édouard Philippe. Vous êtes comme Édouard Philippe. Enfin, pour vous, c'est clair. C'est vous, votre position, c'est ni LFI, ni RN. Ma position comme celle d'Édouard Philippe. Parce que dans de nombreuses circonscriptions, les candidats ensemble, les candidats de la majorité présidentielle, enfin majorité, c'est pas une majorité, mais présidentielle, les candidats présidentiels, eux, se sont désistés, n'ont peut-être pas appelé à voter pour les LFI, mais se sont désistés face à LFI. Chacun fait son choix. En ce qui me concerne, je suis un résistant à la fois au Rassemblement national et à tout ce qui incarne ce que je rejette le plus. Moi, ce qui s'est passé au lendemain du 7 octobre et ce pogrom en Israël, et où Monsieur Mélenchon et tous ceux qui se reconnaissent dans sa formation politique n'ont cessé de porter, qui conduisent à des gestes comme ce qui s'est passé à l'école de confession juive que vous avez rappelé tout à l'heure, où cet enfant de Courbevoie qui en a subi elle aussi des conséquences, ce sont des images qui ont été portées, excitées, agitées par ces gens-là, et je ne peux pas l'admettre. Donc, tant l'un que l'autre, c'est pas ma République à moi, c'est pas ma France à moi, et donc au deuxième tour, nous nous maintenons. Qui plus est, celui dont vous parlez dans la première circonscription, qui désormais est au RN, et dans peut-être la dernière impasse, sauf si il lui reste plus qu'à aller chez Mélenchon maintenant, c'est le seul parti dans lequel il ne saura pas aller. Mais il est au RN pour
pour être réélu député. Il s'est échappé au RN parce que c'était sa seule condition de survie. Et en même temps, on voit qu'il est autant rejeté par les électeurs du RN que des Républicains, puisque c'est lui qui fait sans doute le plus mauvais résultat de tous les candidats qui portent ses couleurs dans le département des Alpes-Maritimes. Bien, Édouard Philippe, votera communiste au Havre face à une candidate RN. Vous feriez la même chose ? Oui, parce que je reconnais dans le Parti communiste des Républicains, Monsieur Roussel, pour moi, un discours qui s'inscrit dans l'arc républicain, qu'on le veuille ou non. Ça n'a rien à voir avec LFI. Il n'a jamais appelé à quelque révolution, il n'a jamais appelé à la destruction de vitrines, il n'a jamais appelé à ce que l'on brûle des voitures, il n'a jamais appelé à ce que l'on jette le trouble et qu'on empêche notre pays de fonctionner. Et je trouve que, au contraire, il a souvent tenu des propos raisonnables, respectables, même si je ne partage pas du tout, mais pas du tout, les idées qui sont les siennes. Christian Estrosi, est-ce que, selon vous, vous connaissez bien la politique, il y aura une majorité dimanche prochain pour gouverner? Bon, d'abord de deux choses l'une. Oui. Soit on voit que le mouvement qui est allé en direction du Rassemblement national s'amplifie, oui. Et ils arrivent jusqu'à une majorité absolue. Et je mets en garde en respectant les électeurs qui ont fait ce choix et derrière lesquels on peut comprendre une sorte de colère, le besoin sur des sujets qui sont des sujets majeurs où nous avons des choses à dire qui sont fortes sur l'insécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Et ce mouvement s'amplifie. Je leur dis attention. Madame Le Pen a lâché hier quelque chose d'extrêmement inquiétant. Nous sommes prêts à faire un coup d'État administratif. Ce mot n'avait jamais été lâché. C'est-à-dire que Marine Le Pen pense que Emmanuel Macron est en train de préparer un putsch administratif. Mais Monsieur le Président de la République ne prépare aucun putsch. Le Président de la République a des pouvoirs institutionnels qui restent les siens en cas de cohabitation, qu'il les utilise au plan institutionnel, au plan constitutionnel. Il n'y a rien de plus normal, notamment en matière de politique étrangère, de politique internationale, de politique de défense nationale, et dans d'autres domaines qui touchent à des nominations notamment. Mais ce qu'il y a de grave, je pense qu'elle s'en mord les lèvres ce matin, ça démontre combien ces gens qui apparaissent gentils, doucereux, quand vous les invitez sur un plateau de télévision, ne vous inquiétez pas, vous savez, au fond, on n'est plus vraiment l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Il se fait totalement l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Le coup d'État, il est permanent dans leur conscience. Vous pensez que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, à travers Jordan Bardella, nous sommes au bord d'un coup d'État ? Mais elle dit le coup d'État administratif. Coup d'État administratif veut dire que derrière un coup d'État administratif, il peut y avoir un coup d'État institutionnel, constitutionnel. Vous pensez qu'elle est capable d'engager un coup d'État constitutionnel ? Aujourd'hui, on sait très bien que pour mettre en œuvre le programme du Rassemblement national sur l'immigration, et Dieu sait si dans ce domaine, je suis de ceux qui considèrent qu'il y a vraiment des choses à faire majeures pour notre pays, mais peut-être en utilisant d'autres biais. Le Conseil constitutionnel, sur la dernière loi sur l'immigration qui était proposée au Parlement au début de l'année, a rejeté près de 30% des mesures qui étaient dessus. Si Madame Le Pen veut appliquer un programme identique, il faut qu'elle supprime le Conseil constitutionnel. Ça s'appelle un coup d'État. Donc, dès lors qu'on prononce l'expression coup d'État administratif, ça veut dire qu'on est prêt tout simplement à faire un coup d'État et à s'emparer des pleins pouvoirs par tous les moyens. C'est aujourd'hui le danger qui pèse sur notre pays et que nous ne soyons plus demain une démocratie parlementaire en même temps. Sauf qu'hier, elle a dit que c'était Emmanuel Macron qui allait engager un coup d'État administratif. Bien, mais bon. Écoutez, c'est elle qui a lâché le mot. Ça révèle une personnalité. Ça révèle des intentions. Et moi, je dis aux Français, dont je respecte le vote, attention, que nous ne donnions pas des pleins pouvoirs
un mouvement qui serait capable de mettre à mal la démocratie qui est la nôtre et qui, au fond, grâce à cette dissolution, a démontré que lorsqu'on redonne la parole aux Français, ça permettait de montrer que là où nous venons de passer des années et des années où la participation au suffrage universel ne cessait de baisser... Donc c'est une bonne chose, cette dissolution elle a au moins le mérite de montrer qu'à un moment, les Français, dont on pensait qu'ils ne s'intéressaient plus à l'exercice de la démocratie, n'allaient plus vers les bureaux de vote, d'un coup ont voulu dire des choses. À nous de savoir les entendre maintenant. C'est essentiel, par contre. Alors, 221 candidats arrivés en troisième position ont retiré leur candidature pour tenter de battre le RN. La politique dans ce pays ne pourra pas continuer comme avant, on va devoir changer. C'est ce que déclare Marine Tondelier. Alors, si pas de majorité dimanche prochain, Christian Estrosi, que peut-il se passer? Parce que les Français s'interrogent, se posent la question. Mais la plupart des grandes... Il n'y aura pas de majorité dimanche prochain. La plupart des grandes démocraties, prenons l'Allemagne, prenons les démocraties anglo-saxonnes, en Scandinavie, où les choses se passent pas trop mal entre le plan économique et le plan social, où il y a toujours des politiques de compromis, en quelque sorte. Parce que... il va falloir que nous apprenions le compromis en France. Les modes de scrutin. Mais je crois que c'est essentiel. Accepter que tout ne soit pas comme ceci ou tout ne soit pas comme cela, qui fait qu'il y a toujours deux catégories de Français qui s'affrontent les uns envers les autres parce que on ne fait pas de concessions. Vous savez, lorsque j'ai été élu président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur face à Marion Maréchal Le Pen en 2015, j'ai bien compris que parce que la gauche n'était pas représentée au conseil régional, tout comme le pratique aujourd'hui Renaud Muselier, il fallait en même temps trouver des ressorts pour permettre qu'un certain nombre de propositions au plan social émanant d'une gauche qui n'était pas représentée dans l'hémicycle puissent être entendues, puissent être prises en compte. Sans ça, on va vers des révoltes, on va vers des incompréhensions qui amènent à des lendemains où vous avez des majorités absolues qui se retournent complètement contre l'esprit démocratique. Donc aujourd'hui, moi j'ai toujours été pour des politiques de coalition. J'ai regretté ma famille politique. Coalition jusqu'aux écologistes, par exemple ? Mais vous savez, l'écologie, c'est une exigence. On sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, je ne suis ni député ni sénateur. Je ne vote pas des lois. Et vous êtes confronté au problème écologique. Et j'y suis confronté. En tant que maire. Et je sais qu'en tant que maire, si je ne climatise pas ma ville en faisant en sorte que l'on renature les sols, qu'on désimperméabilise, qu'on apporte, je suis en train de planter 280 000 arbres en cœur de ville, qu'on apporte de la fraîcheur avec des couloirs de courant d'air à la place de blocs de béton qui permettent de climatiser, c'est-à-dire que là où le réchauffement climatique va apporter 5-6 degrés de plus dans les 30 à 40 ans qui viennent, je puisse créer les conditions pour qu'on puisse absorber les épisodes orageux méditerranéens qu'on trouve plutôt à l'automne chez nous, et en même temps que nous puissions apporter en période caniculaire une température ressentie de 5 à 6 degrés de moins. Mais ça s'invente pas. Et j'ai pas envie qu'on dise dans 15 ans, dans 30 ans, quel était le crétin de maire qui était là, qui a pas fait ce qu'il fallait quand il fallait le faire. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de l'écologie. J'organise au nom des Nations Unies l'année prochaine, en juin 2025, le 3e sommet des océans, après New York en 2017 et Lisbonne en 2022. C'est-à-dire ce qui va réunir 200 chefs d'État et près de 4000 scientifiques pour qu'on arrive aux accords de Nice pour une aire marine protégée de près de 70% des eaux qui recouvrent la planète, pour protéger notre biodiversité et lutter sur les problèmes des traits de côte où nous avons près de 570 îles qui pourraient disparaître dans les 30 à 40 ans qui viennent. Bon,
Eh bien, moi, qu'il y ait des gens qui, dans l'écologie, soient un peu plus à gauche, soit un peu moins à gauche, puisqu'il y a une écologie de gauche et une écologie du centre. Et vous aviez des listes aux européennes qui représentaient les deux. Ça ne me dérange pas à partir du moment où on est un démocrate, qu'on apporte sa contribution. Donc vous pourrez, parce que le gouvernement va être devant une réalité dimanche prochain, le président de la République va être devant une réalité dimanche prochain, il va bien falloir trouver un gouvernement. Les Jeux Olympiques approchent. Est-ce qu'il ne pourrait pas envisager, je sais pas moi, un gouvernement technique, le temps de passer les Jeux Olympiques, en gardant peut-être le ministre de l'Intérieur, en gardant, je ne sais pas, un gouvernement de coalition, en attendant de nommer à la rentrée un nouveau gouvernement en fonction du résultat des urnes? Alors, deux solutions. La première, celle que vous avez évoquée au début de votre entretien. Il y a une majorité absolue pour le Rassemblement national, ce qui n'est vraiment pas souhaitable, et j'ai mis en garde ceux qui nous écoutent sur les risques de coup d'État. Soit au contraire, nous n'avons pas de majorité absolue. Et s'il n'y a pas de majorité absolue qui n'émane ni de la gauche, mais plus personne ne peut croire qu'il puisse y avoir une majorité absolue derrière Monsieur Mélenchon. Il n'y en aura pas, donc c'est même plus un débat. Le risque, ce serait une majorité absolue du Rassemblement national. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, il nous restera à faire un gouvernement. En tout cas, c'est ce que je souhaite que fasse le président. Provisoire, mais qui peut démontrer aussi son efficacité, tant et si bien que par une série de compromis, les Français finissent par se dire, au fond, c'est la bonne formule pour notre pays. À partir du moment où 3 à 4 des principaux enjeux de notre pays qu'ont exprimé les Français dans l'élection, insécurité, immigration, pouvoir d'achat, transition écologique et santé qui vont de pair de toute façon, parce que naturellement le réchauffement climatique qui apporte aussi des parasites qui viennent des zones subsahariennes, de nouvelles maladies, de nouveaux risques épidémiques, etc., sont liés aussi à l'écologie quelque part. Eh bien, si on tient compte, transporte les maladies, mais non, je ne me laisserai pas emporter sur ce thème-là. Mais par contre, je veux dire très clairement que aujourd'hui, nous avons très clairement apporté des réponses en matière de sécurité, sur l'excuse de minorité, sur les mineurs délinquants, sur ceux qui insultent les policiers et les menacent au quotidien, sur ceux qui insultent nos professeurs et qui les intimident dans nos classes, sur ceux qui, dans nos immeubles, font que quand on veut rentrer pour passer une soirée paisible en famille, ne cessent de vous obliger à baisser le regard pour que vous ne les regardiez pas dans les yeux. Et la liste est longue, et que en matière d'immigration, enfin, c'est pas compliqué. On vous délivre une obligation de quitter le territoire français parce que vous êtes en situation irrégulière. On doit en raccompagner 5% aujourd'hui. Décider d'en raccompagner 50 ou 60%, surtout pour les filières qui nourrissent le narcotrafic dans notre pays, c'est pas être un extrémiste que de dire tout ça. C'est faire respecter les principes et les règles de la République. Et je pense qu'un gouvernement de compromis, un gouvernement de coalition, où vous ayez à la fois des gens qui, par leur expérience, et souvent des élus locaux d'ailleurs, qui sont les premiers confrontés à tous ces sujets sur les territoires dont ils ont... Un gouvernement d'élus locaux. Mais où vous ayez à la fois des élus locaux qui, présidents de grandes collectivités, est une grande expérience parce que c'est sur le territoire dont ils ont l'administration. Vous savez, moi, ma ville et ma métropole, c'est 350 emplois, métiers, 350 métiers exercés par 14 000 agents de catégorie C, de catégorie B, de catégorie A. 350 métiers. Je peux vous dire que pour le maire et président de métropole que je suis, mais on peut le dire pour un président de région ou un président de département, c'est être confronté à toutes les situations, quelles qu'ils soient. Et on sait ce qu'il faut faire. Moi, quand on me dit, alors qu'on vient occuper sans droit ni titre et squatter un immeuble, ah mais vous n'avez pas le droit de les mettre dehors, sans demander 6 mois, 1 an de procédure au tribunal judiciaire ou au tribunal administratif, je dis, je veux
pouvoir décider en 24 heures de les foutre dehors. Et ensuite, si on estime que j'ai pas utilisé les moyens de droit nécessaires, il y a qu'à faire un recours contre moi. Mais qu'on me donne les pouvoirs de le faire et que la décentralisation soit un moyen qui permette aussi à notre pays de mieux gouverner. Eh bien, qu'on fasse appel à des élus locaux d'un côté, à des industriels de l'autre, à des gens qui, dans le domaine du commerce international, pour notre PIB, savent ce qu'il faut faire pour que nous rapportions de la croissance et de l'emploi dans notre pays. Eh bien, que nous ayons un gouvernement de compromis où on trouve à la fois de grands dirigeants de collectivités, de gauche, du centre, de la droite, qui, eux, ont des majorités stables, contrairement au Parlement qui devient un théâtre d'ombre, avec des députés qui ne sont plus que des députés, qui sont totalement hors sol. Faut voir les candidats que vous présente le Rassemblement national aujourd'hui, où vous avez près de 80% de gens qui sont parachutés parce qu'on n'a pas trouvé de gens implantés, et parmi lesquels vous avez une candidate à Caen qui porte une casquette nazie, un candidat sous curatelle dans le Jura, des candidats proches de Poutine dans le Cher, en Indre-et-Loire et dans le Lot-et-Garonne, des candidats qui ont détourné de l'argent en Eure-et-Loire, etc. On va demain donner une majorité et un gouvernement à ces gens-là. Prenons des gens qui ont fait leurs preuves. Deux questions encore. La première, les rappeurs anti-RN qui insultent et menacent, doivent-ils être conduits devant la justice ? Absolument. Ils doivent l'être. Je ne suis pas pour la censure, mais dès lors que l'on prononce dans un discours, dès lors que l'on prononce à travers une culture, et je ne suis pas contre la culture du rap qui est appréciée par de nombreux jeunes, et je sais, et je connais de grands rappeurs, j'en ai un à Nice qui s'appelle Chaotique et qui souvent s'est produit, et qui lui fait du rap pour soutenir la République et soutenir les policiers. Donc on peut faire la culture du rap au bénéfice de beaux messages et pas de messages décadents. Mais quand on s'attaque à des policiers, quand on s'attaque aux valeurs de la République, il y a des textes qui disent que ce sont des délits. Et donc c'est pas de la censure, ce sont des délits qui doivent être sanctionnés purement et simplement. Un autre veut sanctionner, c'est Éric Ciotti. Je termine parce que l'information vient de tomber. Je n'ai pas d'obsession avec Éric Ciotti, peut-être moins que vous. Bon, j'en ai aucune. Vous n'avez plus, bon. Vous n'avez plus. Je suis indifférent. Bien d'accord. Éric Ciotti veut l'exclusion de Xavier Bertrand des Républicains. Il engage une procédure d'exclusion du parti visant Xavier Bertrand. Et il n'a plus de président des Républicains quel parti sur lequel il a fait un hold-up pour le mettre entre les mains de Madame Le Pen que le titre. On sait très bien qu'il n'est même pas capable de réunir un bureau politique qui ne le mettrait pas en minorité et qui ne le mettrait pas immédiatement dehors. D'ailleurs, il n'a pas le courage de l'affronter. Voilà, je dis que Xavier Bertrand fait partie de ces personnalités, ou avec Gérard Larcher, ou avec Michel Tabarot, ou avec Michel Barnier, ou avec Édouard Philippe, ou avec d'autres grandes personnalités de la droite et du centre. Nous avons quelque chose à reconstruire demain, et qui puisse partir aussi de sociodémocrates comme Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls, dans lesquels, au fond, ou François Rebsamen à Dijon, qu'est-ce qui nous différencie quand on veut se placer au service de la République pour pouvoir construire des politiques de compromis que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. Vous savez, Monsieur Ciotti, chez moi on l'appelle Ramirez, le héros de Papy fait de la résistance. Voilà, c'est toujours le menton en avant. J'exclus Estrosi, j'exclus Muselier, j'exclus Xavier Bertrand, j'exclus je ne sais qui. C'est Staline qui disait, pour se renforcer, il faut s'épurer. Si ce n'est que, comme il est rentré dans une formation politique qui s'appelle le Rassemblement national, où ils sont en compète pour celui qui sera le plus violent, le plus dur, le plus prometteur d'un coup d'État demain, je pense que le débat va être difficile entre lui, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Merci Christian Estrosi, 8h58, 0826 300 300, 9h 10h, vous êtes avec nous, vous réagissez évidemment sur tous les sujets d'actualité. On vous retrouve dans 2-3 minutes, à tout de suite.